Je suis à l'heure, bonjour à tous, comment allez-vous? Je vois que vous êtes déjà quelques-uns ici, on va régler d'abord la musique, ouais, je vais baisser un peu. Hop. Comme d'hab, on commence par les petits bonjours, salut tout le monde, je vous cite pas tous un par un, bon. Est-ce qu'au niveau du son, c'est tout bon? Vous avez vu 18h pile? Tada! Et ça n'a pas été de masse à faire, mais bon. Au niveau, parfait, hello, ok, coucou, ouais, 18h, c'est pas trop vrai, habille-toi, non idiot, on est à moitié à poil là, c'est quoi ce truc? Restons un petit peu sérieux s'il vous plaît. Ça y est, j'ai fini, hop, on peut arrêter d'être sérieux, on va pas trop déconner non plus. Donc, aujourd'hui on va traiter de l'anxiété de séparation. Alors le but, pourquoi est-ce que je vous parle de l'anxiété de séparation? Pour vous donner des pistes, au bout du compte, des pistes de réflexion qui vont être différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Ça veut pas du tout dire que les pistes habituelles sont mauvaises, c'est juste pour vous en donner simplement d'autres. Voilà. Alors l'anxiété de séparation, tout d'abord on commence comme ça, c'est à ne pas confondre avec l'ennui, avec le manque de dépenses d'énergie, avec le défoulement. Donc, l'anxiété de séparation, c'est à ne pas confondre avec l'ennui, parce que très souvent, on a des personnes qui disent « Ah oui, moi, mon chien, quand je suis pas là, il aboie, quand je suis pas là, il gratte au mur, quand je suis pas là, ok. » Et quand on vient, on commence à regarder un petit peu ce qui se passe, on met une petite caméra éventuellement, et on se rend compte qu'en fait, ce chien, juste, il se fait chier. On reviendra dessus après. Le manque de dépenses d'énergie, la même chose, le chien, il a comme une pile... Allez, dépenses d'énergie, c'est parti. Et donc ça se mélange un peu avec le défoulement qui va être la même chose, c'est-à-dire le chien qui va avoir beaucoup de règles peut-être au quotidien, qui va avoir beaucoup d'inhibition, on va dire, dans son mode de vie. Et là... je me fais chier, je m'ennuie, ils sont pas là. Je défonce tout, je mange tout, je crotte tout, j'aboie, je creuse, enfin bref... je me défoule, tout simplement. Donc on va essayer de pas confondre l'anxiété de séparation avec ça, parce que très souvent, déjà d'entrée de jeu, c'est confondu. On peut rapidement le voir, hein, ce genre de choses-là, comment est-ce qu'on teste, parce que c'est bien de le savoir, mais le mieux c'est de se dire comment est-ce qu'on peut déceler ça. L'ennui, on voit si quand on réussit à occuper le chien de manière active, on voit si ça change son comportement ou non, et dans ce cas on se dit, ah ok, il se faisait peut-être un petit peu chier, peut-être qu'il est un peu anxieux, mais il se faisait peut-être un petit peu chier aussi. Alors, j'insiste bien sur le fait de l'occuper de manière active, parce qu'il y a plein de personnes qui... Ouais, mais moi, il a des jouets, il s'en occupe pas de ses jouets. Bah oui, mais bon, ses jouets, si d'habitude tu lui lances la balle, tiens, on va revenir sur la balle, chut, écoutez pas, ceux qui sont anti-balles, blablabla, faites comme ça, je vous fais signe quand on peut reprendre. Ou pas, d'ailleurs. Donc, des jouets qui vont être, si possible, stimulants pour lui, qui vont être actifs. Si d'habitude vous lui lancez la balle pour jouer, si vous lui lancez un jouet, si vous jouez avec lui la corde ou quoi que ce soit, et puis que là, d'un seul coup, vous posez ça par terre, pour lui, il va dire, ah, ok, c'est bien. C'est genre, filer une Game... Non, une Game Boy, ça existe plus les Game Boy. Filer un jouet portable, je sais pas comment ils s'appellent d'ailleurs les nouveaux jouets portables, mais bon, filer une console portable à un gosse aujourd'hui, et puis mettez pas de pile dedans, vous allez voir que rapidement, ça va plus l'intéresser du tout. À 2-3 ans, éventuellement, ils vont jouer avec le truc, ils sont contents, il leur faut pas plus, mais arrivé à un certain âge, je suppose que, ça va pas du tout les intéresser. Donc c'est important pour combler l'ennui, d'avoir des choses qui vont être... actives, des occupations qui vont être stimulantes pour le chien, qui vont l'amener à sortir de son état d'ennui, et donc pas juste des choses passives qu'on aura posées au sol ou qu'on aura laissé traîner à droite à gauche. Le manque de dépenses d'énergie, c'est facile à vérifier aussi, hein, et on se dit, allez, d'habitude tu sors 20 minutes le matin, après ils s'en vont et là c'est le bordel, ok, ce matin on va venir peut-être un peu plus tôt, on va te sortir pendant 1 heure, 1 heure et demie, on va courir un peu, enfin bref, on va vraiment se dépenser, on va voir si ça change quelque chose ou pas. Ça change quelque chose, ok, le manque d'énergie faisait vraiment partie du problème. Et puis le défoulement, c'est un petit peu la même chose, ce chien qui va être peut-être un peu trop inhibé au quotidien, si on commence simplement à juste... se dire, ok, on va lui laisser peut-être un peu plus de liberté, tiens, là il avait envie de bouger, laissez-le un peu bouger, voilà, arrêtez d'être un peu trop sur lui, etc. Et là ce chien, ça va mieux, dis donc, il fait plus le bordel quand on n'est pas là. Bon, c'était peut-être pas de l'anxiété finalement, c'était peut-être juste un problème de défoulement. Voilà, ça c'était juste pour l'introduction, donc ce avec quoi il ne faut pas confondre, regarde s'il y a des messages, c'est bien, vous êtes sage, il n'y en a pas un qui écrit, c'est sage, mais c'est inquiétant du coup. Donc, à ne pas confondre avec ça. C'est bon, c'est ok, allez, vous mettez juste un petit ok pendant ce temps, j'en profite pour boire, hop, J'ai l'impression de parler à 10 000 à l'heure. En fait, c'est le Perrier. Je crois que le Perrier, ça... Ok. C'est bon. Alors, si jusqu'à là, c'est compris, on continue. Donc, anxiété de séparation, on pourra appeler ça... on est plus discipliné. En même temps, pour être plus discipliné que moi... je crois que c'est pas compliqué du tout. Ouais, j'essaie de parler vite parce qu'il y a plein de choses à voir et du coup, je voudrais aller assez vite parce que... ça laissera plus de temps peut-être pour vos questions, etc. Je vais peut-être ralentir un peu, sinon je ferai un montage en mettant vitesse lente. Donc l'anxiété de séparation, on pourrait l'appeler aussi de la peur de séparation, de l'angoisse de... Vous avez vu, j'ai mis de jolies couleurs. De l'angoisse de séparation ou du stress de séparation, ça revient au même. Alors on dit anxiété parce que techniquement il y a l'anxiété, parce que le chien va anticiper un petit peu les choses, il va donc s'arrêter sur tous les signes annonciateurs. Bon, soit j'ai envie de dire...
on s'en fout, on n'a pas besoin pour le moment de s'arrêter là-dessus, ça sert à rien de se casser la tête en disant l'anxiété de séparation. Ça peut être du stress de séparation, de l'angoisse, on s'en fout, ok? C'est pas un souci, vous l'appelez comme vous voulez à ce niveau-là, je pense pas qu'il y a besoin de se battre. Donc moi je la remets dessus parce que c'était mon titre, donc je la repasse par-dessus. Ensuite, de séparation, il va y avoir deux choses à voir. Donc anxiété, peur, stress, angoisse, hein, qui peut se produire au moment du départ ou après un moment. Ça c'est intéressant parce qu'en fonction de quand est-ce que se produit le déclic qui dit Hey! Oh god, je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça peut se passer soit au moment où on prend les clés, au moment où on commence à se préparer, là le chien commence à dire Oh putain, ça tellement mon bruit que d'habitude, hop, comment je peux faire, comment je peux me manifester en tout cas, comment je peux exprimer, ce qui va pas dans ma petite tête. ou ça peut se faire aussi après un moment, simplement, c'est-à-dire le chien, bah tranquille. Ok, c'est parti, c'est bien, c'est parti. Tout le monde, tu reviens pas? Comment ça se fait que tu reviens pas, dis donc? Le bus, il est passé 4 fois, d'habitude il passe que 3 fois, et là t'es pas rentré. T'es où? Donc ça, faudra faire attention à ça, parce qu'on le verra après quand on parlera tout à la fin des pistes de travail. Ça peut vraiment être deux choses qui vont être différentes, en tout cas dans ce qu'on va mettre en place. Donc, vous avez compris, c'est bon, j'ai pas de questions quoi que ce soit, donc on continue. L'anxiété de séparation, je fais une petite croix sur le L de l'anxiété de séparation, parce que du coup, vous pouvez constater qu'on pourrait appeler ça plutôt une anxiété de séparation. Voilà, c'est pas forcément l'anxiété, ça peut se présenter vraiment sous de multiples formes, et c'est là que ça commence à être un petit peu... ça peut coincer, on va dire, avec certains professionnels surtout, ou certains particuliers, on va dire, enfin certains non-professionnels, certaines personnes qui vivent avec des chiens et qui vont lire des bouquins, vont se dire « Ah mais moi ça m'a été présenté comme ça, d'une façon très... peut-être très stricte, d'une façon peut-être très encadrée, d'une façon qui va être limitante, bridante. » Et du coup, on se dit, oh, bah non, c'est pas ça, il a pas ça, mon chien. Puis en fait, si, parce que bah, lui, c'est pas juste au moment où il parle, le chien n'anticipe pas forcément, le chien le fait pas en aboyant, il va le faire en creusant, en grattant. Voilà, donc on va plutôt parler d'une anxiété de séparation, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, parce qu'il peut y avoir plusieurs anxiétés, plusieurs types d'anxiété de séparation. Ça vous va jusque-là? Une anxiété de séparation sera plus simple, en tout cas dans votre tête, vous avez le droit de l'appeler l'anxiété de séparation, vous avez tous les droits d'ailleurs, mais vraiment gardez à l'esprit que ça peut se présenter sous de multiples formes. Alors, l'anxiété de séparation, ce sera le symptôme, ok? C'est important de considérer ça, ça ne sera que, si je puis dire, le symptôme d'un problème qui se passe ailleurs. C'est vraiment là-dessus que je vais insister ce soir, je vais insister sur 2 points, et ça ce sera le premier point, ce n'est que le symptôme. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont essayer de traiter vraiment le côté... au moment où tu pars, fais comme ci, au moment où tu pars, fais comme ça, au moment où tu reviens, fais comme ci, fais comme ça, en oubliant, ça peut être utile, hein, ça peut avoir des petits effets, mais en oubliant complètement le reste. Et le concept, c'est que si vous avez une hémorragie, vous mettez un petit pansement dessus, bah vous allez mourir. C'est tout ce que je peux vous dire. Bref, c'est le concept de mettre un pansement sur une jambe de bois. Bah, elle repoussera pas la jambe, hein. Enfin moi je dis ça, j'en sais rien. Donc, le symptôme, c'est ce que je viens de vous dire, la cause directe, ça va être le mode de vie. Une anxiété de séparation, ça prend toujours sa source dans le mode de vie qui va être inadéquat. Alors, bien sûr, le mode de vie plus un déclencheur, c'est quelque chose de logique, hein. On pourrait dire qu'il y a... le mode de vie, ça va être quelqu'un qui... comment je peux vous l'imaginer? Quelqu'un qui verse un jerrycan d'essence. Bloup, 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 voilà, c'est le mode de vie. Chaque seconde qui se passe dans la vie, c'est un petit peu plus d'essence qu'on verse. Tac, je fais bien le bruit. Je fais pas si bien, mais enfin bref, vous avez compris le concept, voilà. Et le déclencheur, ce sera la petite allumette. La petite allumette qui fera que tout va s'embraser. Effectivement, sans déclencheur, hein, ça pourrait être tout simple, on pourrait arrêter directement ici, supprimer le déclencheur, ne sortez plus de chez vous, et il y aura plus de symptômes. Ça veut pas dire que le chien ira mieux, mais, bien au contraire d'ailleurs, mais il y aura plus de symptômes. On est à peu près tranquille. Et ça, c'est encore un petit reproche qu'on pourrait faire éventuellement à certaines personnes qui vont travailler de cette façon-là, en disant « Ok, très bien, on va faire en sorte que votre chien ne soit plus jamais tout seul. » Et bah oui, bah pourquoi pas, mais si pendant ce temps-là on continue à verser de l'essence, et du coup, il y aura besoin peut-être d'une allumette plus petite pour que ça s'embrase, donc ce sera quelque chose qui pourrait être plus compliqué. Tu vas t'amuser à monter la vidéo, je vais vous balancer ça comme ça, je vais enlever les 5 minutes du début parce qu'il y avait de la musique et bah, au bout d'un moment ça peut être relou. Et puis en gros ce sera à peu près tout, on va pas non plus trop se casser la tête, tant que je dis pas trop de conneries, il n'y a pas lieu que je change les choses. Ok, c'est compris pour l'instant, que direct déclencheur symptôme. Ah, toujours un petit décalage en fait entre ma question et votre réponse, du coup, bon bah je vous profite pour ça. Ok, bon, a priori c'est tout bon. Alors on continue, donc, non, celle-ci elle est en double, bravo. Donc, le mode de vie donc, qui va être inadéquat sur 2 plans, relationnel et environnemental. C'est important à considérer, c'est des facteurs qui vont engendrer, on va le voir juste après, qui vont engendrer vraiment une
une surcouche, des litres d'essence en plus dans notre flaque que l'on va embraser ensuite. Allez, on continue. Donc, un mode de vie qui va être inadéquat sur le plan relationnel et sur le plan environnemental. Eh ben, si c'est ton premier Twitch, désolé, j'aurais pu être un peu plus calme. Mais en fait, ça dure jamais longtemps, donc autant que tu me vois directement de cette façon-là. Donc, sur le mode de vie inadéquat, parce que le chien est trop sollicité. C'est le premier point, je vous les détaille les 3 ensuite, j'en mets 3. Trop sollicité, trop facilité ou trop collé. Voilà, c'est vraiment les 3 points principaux qui font que dans le mode de vie du chien, ça pose un problème et ça crée ensuite l'apparition d'une anxiété de séparation lorsque l'on n'est plus chez nous. Alors, trop sollicité, ça va concerner beaucoup, ça fait vraiment partie d'une grosse majorité des chiens qu'on peut voir qui vont être, qui vont souffrir de ça, qui vont présenter ce symptôme. Ça va être des chiens qui vont être au quotidien, alors, beaucoup des chiens d'ailleurs à qui on apprend beaucoup de tricks, beaucoup des chiens qui vont être dans l'obérythmie, ce genre de choses-là, c'est vrai qu'on en voit pas mal quand même, qui du coup sont tellement sollicités au quotidien, tout le temps, que ça crée un delta énorme entre le quotidien et l'absence de l'humain, là. Wow, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui me parle et puis personne. Elle nous la voix dans ma tête, et du coup, on ne demande rien. Voilà, c'est des choses qui peuvent du coup être compliquées à vivre pour le chien. Le chien qui va être trop facilité aussi, c'est-à-dire le chien qui va faire tout. Là, on est beaucoup dans l'anthropomorphisme généralement, et c'est beaucoup des chiens, je vais pas dire que des petites mamies, parce qu'à une époque, on aurait pu les accuser, mais maintenant, je crois qu'on est tous aussi dingos que les petites mamies qui ont plus toute leur tête. Bref, trop facilité. Le chien qui va être, ouais, on va l'aider, tout le temps. Attends, bouge pas, je te fais ci à ta place, je fais ça à ta place, je t'aide, tiens, tu veux chercher un truc qui est sous le placard, bouge pas, je vais te lever le placard, je vais décoller l'armoire normande qui fait 230 kg pour chercher ton petit jouet, alors qu'en mettant ta patte 3 minutes, tu l'aurais sorti, mais voilà, toutes ces choses-là qui font que c'est pareil. Le chien, du coup, passe sur un mode, on n'est plus sur un mode, comment dire, sur une relation équilibrée, on est vraiment sur je dépends de toi. C'est un peu ça, je dépends. Et au bout d'un moment, bah, je dépends. Si je dépends et que j'ai plus, bah, je suis dans la merde. Pardon, zut, flûte. Et le chien qui va être dans son quotidien, alors là, pour le montage, là, ça va vraiment être aide. Le chien qui va être trop collé. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on voit très souvent. Le chien est toujours avec vous. Toujours avec vous, ou vous êtes toujours avec lui, parce que ça arrive dans les deux sens. Et là, ça se rejoint avec le côté sollicité et le côté facilité. Généralement, tout ça, ça se mêle un petit peu, mais le chien qui va vous suivre en permanence, blablabla, il est là. Je suis à gauche, il est à gauche, je suis à droite, il est à droite, je suis au chiotte. Ah, t'es encore là, bonjour petit. Ah, ouais, parce que on se comprend. Et, enfin bref, voilà, le chien qui sera là tout le temps. Ouh, chérie, t'aurais pu te raser. Ah, bah non, c'est le chien, désolé. Ah, si vous... Bref, le chien trop collé, vous aurez compris à peu près la caricature. Bien tout ça, ça fait que ça crée un énorme delta finalement entre le moment où on est présent et le moment où on est absent. Et c'est pas tant le moment où on est absent qui pose problème, parce que là le chien finalement il pourrait presque se dire, vous voyez comme quand je me tais là, ah, ça fait du bien. D'ailleurs on va peut-être profiter de cette petite minute de silence. Allez c'est tout, on continue. Et si on a un delta qui est trop grand, c'est compliqué à vivre pour le chien. Ce mode de... Parce que ce serait très simple s'il y avait que ça, s'il y avait que ça, ce serait... Et puis d'ailleurs, on peut constater qu'il y a certains chiens, ils sont super sollicités, super facilités, super collés, et eux, tiens, bizarrement, ouais, ils vivent très bien, tu te barres, bah écoute, barre-toi, tu reviendras, et tu penses à ramener du pain, s'il te plaît. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Bah, du pain, un ananas, ou ce que tu veux, ramène-moi à bouffer. Ouais, ils pensent qu'à bouffer, les chiens, de toute façon. Donc, on va constater que ce mode de vie inadéquat, ça se cumule avec, et c'est là que ça devient, qu'on entre plus sur la partie psychologie. Tout ça, ce mode de vie inadéquat va être amplifié, va engendrer parfois et va entretenir ce qu'on appelle en psy, en tout cas je voulais schématiser de cette façon-là parce qu'il y a plusieurs variantes, mais ce qu'on pourrait appeler une perturbation de l'individualisation. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement que l'individu a beaucoup de mal à ne se sentir qu'un. C'est-à-dire qu'en gros, dans son esprit, on finit par arriver presque au fait que, et c'est là qu'on va le cumuler avec une immaturité cérébrale, au fait que il a du mal à dissocier son être, ce qu'il est lui, avec ce que sont les autres, avec ce qu'est en tout cas son individu de référence. L'individu a vraiment du mal à se dire « Ok, moi je suis une personne à part entière et tu es une personne à part entière. Et non, nous ne formons pas qu'une seule personne. » Ça peut paraître bizarre, hein, dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive réellement et qui arrive extrêmement souvent. Ce qui fait que, quand on a un chien qui a ça, vous pouvez mettre en place, vous savez le concept
je vais partir de chez moi 2 minutes, puis je vais revenir, puis j'ai changé la routine. Je vais pas prendre mes clés le matin, je vais plutôt partir sans mes clés, je serai comme un con, mais c'est pas grave. Bref, j'ai changé toute cette routine, etc. Ça changera rien, c'est-à-dire que si on voulait l'imager quelque part, quand on a cette immaturité cérébrale, et vraiment quasiment à chaque fois qu'un chien a un problème d'anxiété de séparation, il y a une partie qui est liée à l'immaturité cérébrale, eh bien c'est comme si vous, là tout de suite, je vous disais, clap, vous n'avez plus vos yeux. C'est vraiment ça, on peut vraiment le comparer à cette façon-là. Clap, vous n'avez plus vos yeux. Imaginez l'état dans lequel ça peut vous mettre. Et même si je vous y prépare à l'avance, si je vous dis, attends, t'inquiète, quand je ferai clap, tes yeux vont partir, waouh, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué finalement à gérer. Et on peut pas, si on fait pas un travail en amont, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, si on fait pas un travail en amont, on ne peut pas changer ça de toute façon. On pourra vous dire 1000 fois, attends, tu vas plus avoir tes yeux dans 3 minutes, et n'empêche que vous n'aurez plus vos yeux, et vous aurez beaucoup de mal, du coup, à gérer gérer ce manque. Voilà, on pourrait le comparer à ça, à vos yeux, vos bras, n'importe quoi. Imaginez-vous, demain matin, vous vous levez, tout va bien, et là, d'un seul coup, il y a une porte qui se ferme, vous voyez quelqu'un qui prend ses clés, la porte se ferme, pouf, noir, rideau, plus rien. Jusqu'à ce que la personne rentre. Difficile à gérer. Eh bien, on pourrait vraiment le comparer à ça. Voilà, cette immaturité cérébrale, on pourrait vraiment la comparer à cette chose-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement complexe et qui ne peut pas se régler juste, vous le comprenez bien, juste par le fait de dire bon, j'ai moins de sollicité, tu vas moins me coller, quand je vais partir, ce serait bien que 5 minutes avant, je te dise pas au revoir, mais je vais le faire une demi-heure, ça change rien. C'est-à-dire que moi, si demain, on va le faire autrement que par les yeux aussi, on va, mais carrément, je vous les arrache, quoi. Voilà, si demain, je vous dis, t'inquiète, te fais pas de soucis, on va faire ça doucement, en douceur, mais j'ai quand même t'arracher tes yeux. Oui, si on peut passer à autre chose, ce serait pas mal. Okay. On continue, c'est lié aussi, donc, la perturbation de l'individualisation, oh putain de mots, pourquoi j'ai mis ça, à de l'anxiété humaine. Très souvent. Alors ça peut se cumuler, hein, tout ça, bien sûr, tout peut se cumuler, ça qui est rigolo, toutes les petites pastilles de couleurs, elles peuvent se cumuler. Très souvent, c'est, bah oui, mais Kiki, quand je suis pas là, Kiki, il déboîte tout, Kiki, on voit bien qu'il stresse, Kiki, avant que je parte, il commence à... Voilà, et vous, quand vous partez, je suis en stress pareil, parce que je sais qu'il va me déboîter le salon. Alors, de la poule ou de l'œuf, on s'en fout au final, mais une anxiété humaine qui peut être liée au comportement du chien, justement, c'est, je sais qu'il va encore tout me dépouiller, ça me saoule, ou même juste, peut-être de façon plus humaine, en tout cas, de façon plus empathique, je sais qu'il va être mal, du coup je suis mal, on peut le faire de cette façon-là aussi, ou même juste, je suis mal dans ma vie, et du coup, j'ai une dose de stress qui est telle que c'est ressenti, et que du coup ça devient très compliqué à gérer, cette dissociation entre les deux individus. Ou un traumatisme, ça c'est important d'y penser aussi, il peut y avoir en situation un traumatisme qui s'est créé, c'est-à-dire, Kiki il allait très bien quand je partais de la maison, et puis un jour je suis revenu, il avait tout déboîté. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je sais pas, moi, il y a des pétards dans la rue, il y a un camion qui est rentré dans la... Allez tiens, boum, oh il s'est garé dans mon salon ce con. Voilà, enfin bref, il peut y avoir vraiment n'importe quoi qui fait que le chien a subi un traumatisme et que ce traumatisme fait que du coup maintenant, il a associé traumatisme avec le fait d'être seul et qu'il ne veut plus être seul, il ne peut plus être seul. C'est-à-dire il y a vouloir et pouvoir et là les deux vraiment se cumulent, pour lui ça devient... Non, tu pars pas, non, parce que quand tu pars, je sais que si tu pars, il y a encore un camion, tu vas rentrer dans le mur. Bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais va expliquer à un chien qu'il y a peu de chances que ça arrive, et c'est quand même compliqué. Quoi qu'on peut le faire, on verra ça après. Bon, les deux, donc le mode de vie d'un côté et la perturbation de l'individualisation, les deux s'alimentent l'un et l'autre. Si j'en reviens à mon exemple de tout à l'heure, là où je vous disais une flaque d'essence, voilà, imaginez le mode de vie, c'est une flaque d'essence. Et ben on pourrait considérer dans ce cas-là que la perturbation de l'individualisation, c'est on rajoute des petites bûchettes, des petits allumes-feu dessus. Tac, tac, les deux se gorgent, les deux s'alimentent l'un l'autre, les deux font qu'au moment où il y aura ce putain de déclencheur, BAOUM! Ça va péter, ça va être costaud, ça va être quelque chose qui va vraiment se voir. Voilà, ça passe pas inaperçu généralement. Hop, je vous l'ai mis ici, ça on pourrait l'appeler, alors autant le mode de vie je l'ai appelé cause directe, ça on pourrait l'appeler la cause plutôt intrinsèque, donc qui sera plutôt propre aux individus et pas trop à l'environnement de vie ou aux relations, c'est plutôt propre à chacun finalement. Une perturbation de l'individualisation seule peut tout à fait, avec le déclencheur, entraîner une anxiété de séparation. Tout comme un mode de vie seul peut aussi engendrer une anxiété de séparation. Donc, imaginez quand il y a les deux qui se cumulent, et les deux généralement finissent par se cumuler, parce que c'est ce que je vous disais au moins sur l'immaturité cérébrale, celle-ci elle est quasiment toujours là, l'anxiété humaine elle finit par arriver de toute façon, il y a que le traumatisme éventuellement, parfois il n'y a pas du tout de traumatisme, et là c'est plutôt pas mal d'ailleurs, ça nous aide, mais tout ça, ça s'alimente. C'est vraiment un triptyque finalement, l'anxiété, le mode de vie, la perturbation, et si on travaille
comme malheureusement c'est souvent fait, et j'insiste dessus parce que je trouve ça tellement dommage finalement de se limiter à ça, puis ensuite de se dire, tiens, ça fait 2 ans qu'on bosse, le chien va un peu mieux. Oui, bah, on aurait pu faire ça en 2 semaines, peut-être, enfin bref, en tout cas, de façon beaucoup plus rapide, mais blablabla, chacun son truc. Donc je vous ai mis pistes de travail, parce que c'est juste des pistes de travail, c'est pas, il faut faire ça, gna gna, tu fais pas ça, t'es un con, blablabla. Non, du tout, on s'en fout, on fonctionne pas comme ça, ce sont des pistes de travail. Et des pistes de travail qui peuvent être à la fois préventives et à la fois curatives. Vraiment, elles fonctionnent dans les deux sens, et ça, c'est plutôt chouette. Parce que ça veut dire que si vous n'avez pas encore le problème, vous pouvez vous dire « Eh tiens, peut-être que je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en place au quotidien, ce truc, là je pioche ci, je pioche ça », de manière justement à éviter que ça arrive. Ou si vous commencez à sentir le chien un peu « Ouh là là, attends, il est un peu borderline, là ça va pas tarder à arriver », ou même vous, je commence à être sur les nerfs, enfin bref, tout ça vous allez pouvoir l'exploiter dans le sens que vous voulez. Alors, c'est parti pour les pistes de travail. Donc, la première, plus d'activités autonomes. Tiens, c'est marrant parce que j'aurais pu marquer pour vous et pour le chien. À la base, j'ai pensé en le mettant pour le chien, mais ça peut être pour l'humain aussi. Plus d'activités autonomes, c'est important. Alors, une activité autonome, c'est pas je te dis cherche pour que tu cherches. Non, c'est je te laisse faire. C'est-à-dire, peut-être que j'ai agrémenté l'environnement avant notre passage pour que justement ce soit intéressant pour toi, et puis là, je te laisse aller. Alors, les activités autonomes, là, vous avez remarqué, je parle de cherche, parce que, pour moi, une des meilleures activités autonomes pour le chien, c'est vraiment l'exploration. Et l'exploration, en plus, c'est quelque chose qui, quel que soit l'individu, en tout cas mammifère, les autres j'y connais vraiment rien, mais quel que soit l'individu mammifère, c'est quelque chose qui sera très très utile pour justement aider à rendre plus mature le cerveau. D'accord ? Donc c'est un premier point qui va être super important parce qu'il travaille un petit peu sur tout celui-ci. Plus d'activités autonomes, ça veut dire forcément, je te sollicite pas pendant ce temps-là, je te facilite pas pendant ce temps-là, t'es pas collé à moi pendant ce temps-là, et en plus je t'aide sur ta maturité cérébrale, et souvent je m'aide aussi sur mon anxiété, parce que pendant ce temps-là, en fait il est cool mon chien, il sait faire des trucs, il sait être tout seul, et il s'en sort bien en plus, c'est cool. Donc c'est quelque chose qui, wouh, ça marche plutôt bien pour tout le monde. Plus d'activités sociales, et ça marche aussi pour le chien et pour l'humain, plus d'activités sociales, ça veut dire sors, va te promener, on va faire en sorte qu'il aille faire sa vie avec d'autres animaux, va, ok, celui-ci, c'est pas, celui-ci, dis donc, il est gros, peut-être que, non, va, on verra, si, bien sûr, si vous arrivez avec le truc, il en a déjà un dans la gueule, il est déjà en train de rôter un caniche et que vous arrivez avec votre Jack, dites-vous bien que, ce sera peut-être le prochain sur la liste, quoique, s'il en a mangé un, peut-être qu'il en mangera pas un deuxième. On retourne sur la bouffe, encore une fois. Donc, plus d'activités sociales, ce sera super important. Plus d'activités sociales pour vous aussi, c'est-à-dire que quand votre chien, vous l'emmenez au parc à chiens, allez papoter. Gardez l'œil dessus, bien entendu, le laissez pas tout seul dans son coin, genre... Camion, c'est bon, camion... il sera plus anxieux en même temps, du coup. Non, vraiment, voilà, gardez un œil dessus, mais... ayez aussi une vie sociale de votre côté quand vous êtes en balade avec votre chien, créez ce genre de choses-là, n'hésitez pas à les emmener. Je fais une petite parenthèse sur les groupes, j'arrive juste après sur la balade silencieuse, je fais une toute petite parenthèse sur les groupes de balade, je sais plus quel nom ça porte. Moi j'en ai jamais fait, j'ai juste pas mal de retours, non pas mal de retours d'ailleurs à ce niveau-là. Faites attention quand même, les personnes qui proposent ça, et c'est chouette de proposer ça, vraiment, c'était une initiative, celui qui a eu l'idée de ça, c'est pas la moitié d'un débile. Donc, non, c'est pas gentil en fait quand on dit ça. Enfin bref, vous m'avez compris, sinon quelqu'un... Bravo, c'était une bonne idée. Mais, vraiment, c'est pas forcément des personnes qui sont là pour s'occuper de votre chien, déjà, qui sont pas forcément là non plus pour se faire chier, parce que c'est vraiment ça, avec un chien, un problème pendant les balades. Donc, si c'est pour être mis à l'écart, être mis de côté, ou alors recevoir des conseils de machin, de trucs, de bidules que vous n'avez jamais vus, et qui sont pas forcément cool avec leur chien, ou qui ont une philosophie qui va pas avec ce que vous ressentez, n'y allez pas, faites autre chose, tout simplement. Je comprends que c'est facilitant, parce qu'on se dit, c'est chouette, tous les samedis matins, on y va, blablabla. Faut que ce soit aussi cohérent avec ce que vous êtes en train de travailler sur le chien, et puis cohérent avec votre philosophie, votre façon de fonctionner. Je regarde vos questions, j'ai vu qu'il y avait une question, du coup, par exemple, les balades silencieuses, ça peut marcher. BCEP, c'est ça, BCEP, ça doit être ça, ouais. Donc ça, il y en a plein, mais bon, voilà, dans tous les cas, j'ai pas à les critiquer ou quoi, soit vraiment juste, n'y allez pas pour dire, j'y suis allé, il a vu d'autres chiens. J'y suis allé, il a vu d'autres chiens, il s'est frité 3/4 d'heure sur 1 heure de balade, moi je suis pas sûr qu'au bout du compte ce soit cool. Voilà, ou alors le mien était seul attaché, tout le monde venait le faire chier, blabla, enfin bref, voilà, vraiment, ayez juste ce recul, et je le dis parce que c'est important d'avoir ce recul, et on l'a pas toujours. On est dans le truc, on le fait, puis on est dans le move, et puis on suit, et c'est après quand on rentre, on dit, il est bizarre aujourd'hui, oui, il est bizarre, oui, peut-être que, voilà. Donc vraiment pensez à ce genre de choses-là, à essayer
de garder un œil critique sur ce genre d'activité. Donc les balades silencieuses, est-ce que ça peut marcher? Ouais, faire attention aux règles, enfin faire attention à tout. Les balades silencieuses peuvent marcher pour les activités autonomes, oui, à condition de ne pas aller trop loin pour le chien. Quand je dis trop loin, c'est trop loin émotionnellement par rapport à... Si je tape dans le micro, ça va être terrible. Par rapport à ce qu'il est capable de supporter. Il est capable... Si votre chien, dès que vous commencez à tourner le dos, parce que dans les balades silencieuses, j'en vois beaucoup qui vont se cacher, qui vont jouer justement à déclencher le chien, à déclencher ce côté recherche. Si déjà il est en panique quand il vous voit pas d'habitude, vous allez peut-être alimenter ça encore plus. Donc attention avec ce genre de choses-là. En tout cas, quoi qu'il arrive, tout ce que vous faites, tout ce que vous prenez comme initiative, idéalement, et là je reviens sur ce que j'ai dit dans d'autres vidéos déjà, dans la formation, et ce que je dis systématiquement, pensez à prendre des notes, filmez si vous pouvez, mais prenez des notes au minimum, pour pouvoir vous dire, ok, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà ce que ça a rendu, voilà la réaction du chien tout de suite, voilà la réaction du chien 3 heures après. Je schématise, mais en gros, essayez de garder vraiment trace écrite pour pouvoir vous dire, wow, là, on a vachement évolué. En mal, merde, c'est dommage, donc je vais arrêter. Ou en bien, et là c'est cool. Mais c'est important de garder des traces. Salut Morgane. Wow, t'arrives un tout petit peu en retard, mais on est encore là. Et on est en forme. Donc développer de nouvelles compétences. Ça c'est un truc qui est super important. Et on voit que ça aide énormément. Vous savez, tous les chiens qui font des mille et des mille de tricks, quoi. Les chiens ils savent tout faire. Pas en coucher, t'es mort, saute, donne-moi la balle, emmène le journal, monte sur le lit, va éteindre la lumière, fais ci, fais ça. Ils savent faire 1 million de choses, et du coup ces chiens-là ont été hyper sollicités, et finissent par se faire chier. Et finalement, le seul point commun entre l'activité qu'ils pouvaient avoir, et le fait de réfléchir, et c'était chouette, et maintenant la dépression, au bout du compte, c'est votre présence ou votre absence. C'est vraiment le seul lien. Et du coup, quand vous n'êtes pas là, oh bah merde, oh, donc cela, essayez de développer, si possible, ça peut se faire sur n'importe quel chien, de nouvelles compétences, c'est important. Alors si en plus de les nouvelles compétences, ça comporte des activités sociales et autonomes, alors là, voilà, on est tranquille. Multiplier les figures d'attachement. Ça, c'est un point qui va être capital, au moins pour la maturation cérébrale, en tout cas. Mais maturité cérébrale, je pense que c'est pas mal, en tout cas, pour l'aider simplement à y voir plus clair dans sa tête, à ne plus être systématiquement dépendant d'une personne. Alors quand j'ai multiplié les figures d'attachement, c'est assez simple, hein, ça veut dire ne plus que vous soyez la seule personne à vous occuper de votre chien, qu'il y en ait plusieurs qui puissent le faire. Que ce chien soit capable de se sentir bien avec quelqu'un d'autre que vous. Parce qu'on voit vraiment des chiens qui ont du mal à se sentir, qui sont en stress, hein, on va dire de cette façon-là, en stress, en peur, en angoisse, en anxiété, on le dit comme on veut, quand ils sont seuls, mais aussi quand ils sont avec d'autres humains que leurs humains. Et là, c'est vraiment problématique quand même. Ça montre vraiment à quel point, hey, là on est vraiment sur l'humain totem presque. Oh, t'es parti. Ah, mais où est Dieu? Oh, comment ça se fait qu'il est pas là? Donc c'est super important de multiplier au maximum les figures d'attachement. Plus votre chien en aura, mieux ce sera. Et combien on en voit qui viennent en consultation? Mon chien il obéit qu'à moi, mon chien il y a que moi, blablabla. Bla, bla. Par contre, quand je suis pas là, mon chien il défonce ma maison. Eh ben oui, mais il a que toi dans sa vie, donc forcément quand t'es pas là, wow, imagine le choc, et du coup c'est compliqué, donc c'est super important. Au niveau connexion neuronale, on n'est pas cuit pour faire... Oh merde, mais si vous posez des questions que je comprends pas, comment je fais moi? On n'est pas cuit pour faire évaluer, on n'est pas cuit. Bon, tu reposeras ta question, hein, si tu veux bien, c'est le mot cuit, je vois pas, tiens. Pour faire évoluer la maturité cérébrale. Non, bon, je l'ai pas, désolé, là je l'ai pas, reformule s'il te plaît, là je l'ai pas. Donc ça c'est quelque chose qui va être important justement pour l'amener à évoluer au niveau de son... juste de ses connexions quelque part, au niveau de sa maturité. Désolé, hop, c'est pas grave, tu sais, c'est moi qui suis désolé de pas comprendre. Et tu le vois quand les clients ragent, quand le chien t'obéit, bah ça arrive souvent, c'est que le chien, ça marche avec toi, ça marche pas avec... Ah, je suis le seul maître de ce chien! Petit bâtard, t'as obéi à quelqu'un d'autre! Pan, il prend une trempe. Vous êtes con, monsieur, vous m'avez appelé pour lui apprendre des trucs, alors du coup, moi je lui apprends des trucs, c'est moi le prochain qui va prendre une claque, ou... Je caricature, bien entendu, mais on n'en est pas loin parfois. Donc on fait gaffe avec ce genre de choses-là. Non, c'est pas déjà trop tard, non, c'est pas déjà trop tard, c'est... Alors, bien sûr, plus c'est fait tôt, mieux c'est, ça c'est clair, plus on a aidé le chien à arriver à maturité, entre guillemets, cérébrale, de manière précoce, mieux c'est, mais de toute façon, le cerveau est en développement permanent. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment en développement permanent. La maturité chez le chien, si tant est, enfin la maturité cérébrale, elle arrive en fonction de ce qu'on va lui donner.
Donc il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour faire évoluer. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas au même niveau si on a commencé tôt que si on a commencé tard. Peut-être qu'on arrivera beaucoup plus tôt si on a commencé tôt. Mais en soi, pas de problème par rapport à ça. On peut vraiment faire évoluer les choses. En tout cas, on le voit sur le résultat. Donc si le résultat devient bon, c'est que ce qu'on a fait, en tout cas, a porté ses fruits. Ah voilà, vous êtes débrouillés, vous êtes compris entre vous, c'est parfait. Donc, on peut procéder aussi dans le quotidien à une distanciation par étape. Oh, une distanciation par étape, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de se dire, ok, mon chien a un souci, et plutôt que... Ah, mon chien a un souci, mon chien me pose un souci, en tout cas, ça c'est sûr. Et plutôt que simplement de dire, ok, quand je pars de chez moi, je vais partir 2 minutes. Et puis après, je vais partir 3 minutes, puis après, je vais partir 4 minutes. On est déjà beaucoup trop loin pour le chien, c'est déjà un truc qui est... Oh, c'est horrible à gérer, de toute façon, vous l'avez préparé, vous avez produit la même routine, on y reviendra après que d'habitude, et vous êtes parti. Pour lui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je t'arrache les yeux. Ouais, bah, tu peux me les arracher que 2 minutes, tu me les as quand même arrachés, quoi. T'es gentil, mais non, ça me pose un problème. Donc on va commencer simplement par étapes en disant la base, ok, ce chien il est toujours collé à moi, c'est un exemple, ça peut être, on peut prendre n'importe quel exemple, hein, mais il est toujours collé à moi, ok, je vais commencer déjà juste par travailler avec lui, tiens, ça tombe bien, on va commencer à développer de nouvelles compétences en même temps, je travaille avec lui peut-être pour lui demander juste de s'asseoir là, et puis je vais commencer à bouger, voilà, et puis on va commencer à mettre une distance entre nous en restant dans la même pièce, continuer à me voir, ça veut dire que on évite de le traumatiser en plus. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on lui dit quand on fait ça, quand on commence à mettre de la distance, mais qu'il peut toujours nous accéder à nous, il peut nous entendre, il peut nous voir, il sait qu'on est encore là, qu'on n'est pas très loin, qu'est-ce qu'on fait? On le sécurise. Et ça, c'est super important. Et on le voit vraiment aussi bien chez les chiens, et ça, on le voit beaucoup chez les chiens en élevage, quand ils sortent de l'élevage, s'ils n'ont pas été sécurisés suffisamment, on peut être quasiment certain que l'anxiété de séparation, elle sera là, elle apparaîtra à un moment donné. On les sécurise. On fait en sorte justement que ce chien puisse se dire « Ok, t'es pas là, t'es pas avec moi, mais... » Ah ouais, c'est bon, t'es pas loin. Si vraiment j'ai besoin, tu es là. Vous savez quand je... Alors pour ceux qui font la formation, petite parenthèse super rapide pour les autres, vous n'allez pas forcément comprendre, quand je vous dis qu'on peut apprendre au chiot justement à aller dormir dans une cage, etc. Et que quand il commence à montrer des signes un petit peu de stress, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on se met à côté, on met les doigts dans la cage, on lui dit rien. On n'est pas là non plus pour lui dire ok c'est bon, tu m'as appelé, je suis là, et on fait la vie ensemble et blablabla, et ça va être la fête, surtout pas, faut pas la situation en soi, mais on le laisse pas tout seul, c'est pas je ferme la porte et ta gueule. Non, je vais venir, je vais le poser pas très loin et je vais mettre mes mains dans la cage simplement pour qu'il dise ok, ah t'es là, juste t'es là, ok, faire en sorte que ce chien se dise oh c'est bon, c'est pas génial, c'est pas forcément ce que je voulais, mais je peux me poser, je peux m'apaiser en tout cas. Je fais en sorte de m'éloigner de toi, je fais en sorte de t'éloigner de moi aussi, on fait ça vraiment par étapes, et c'est là qu'il faut noter à l'avance. On n'y va pas à l'arrache, on dit je vais faire comme ci, comme ça, vraiment se dire, ok, quelle est la situation aujourd'hui? On est collé comme une paire de cerises, c'est pas le moment de commencer à dire, je vais te laisser là et je vais partir 3 minutes. Le chien, il s'en cogne le chien et tout. Oh, t'es parti. Et 3 minutes... Voilà, d'ailleurs, ça fait partie aussi justement de la perturbation de l'individualisation, justement, de ce côté immaturité cérébrale. C'est-à-dire que vous êtes parti et le chien, s'il n'est pas encore assez mature dans son esprit, il n'est pas capable de projeter le fait que vous allez revenir. Vous êtes juste parti. Allez, on continue. L'introduction d'un doudou. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc humain? Effectivement, c'est un truc humain, l'introduction d'un doudou. Alors, comme c'est un truc humain, je vais simplement vous donner une référence humaine. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Les enfants ont tous... Allez, je sais qu'il y en a forcément qui vont m'écrire en mode « Oui, mais non, moi j'ai eu des enfants, quand j'étais petit, j'avais pas de doudou. » Alors tous à 99%, tous à X%, j'ai pas fait de test pour savoir à combien, mais tous dans une énorme majorité, grande comme ça, voilà, eh bien, les enfants ont un doudou. Et ce doudou, ils le choisissent soit eux-mêmes, soit on l'introduit nous-mêmes, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont depuis petit, généralement, c'est quelque chose qui va les rassurer. Ça veut pas dire que ils n'auront pas peur quand ils l'ont, ça veut pas dire qu'ils sont immunisés contre tout problème, ça veut juste dire que ça les apaise un peu. Et ça, c'est quelque chose qui peut être super important d'introduire un doudou chez le chien. Un jouet, une peluche, ce que vous voulez, et on dira « Oh, il fait de l'anthropomorphisme, oh, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien !» C'est pas grave, c'est pas grave. Juste que le chien soit habitué, chaque fois qu'il va se coucher, par exemple, dans son dodo, il a toujours le même jouet. Pas forcément quand il est tout seul, hein. Wouh, surtout pas, parce que là il pourrait dire Oh, dis donc, de toi. Oh, c'est toi qui l'as fait partir parce que quand il est là, t'es pas là, quand t'es pas là, enfin, quand il est pas là, t'es là. Wow, ça se trouve, t'as mangé de mon humain. ça pourrait être compliqué. Je suis pas sûr qu'il résonne comme ça, mais bon, ça m'a fait rire de le dire. Donc, vous avez vu, je vous ai dit, je rigole de pas grand chose. Et c'est intérieur en plus. Donc, ça va être important de se dire, ok, introduction d'un doudou, c'est quelque chose qui peut vraiment aider le chien à s'apaiser simplement. Tiens, ok, ça, c'est habituel. C'est comme finalement son dodo pourrait être son doudou.
Son dodo pour être son doudou. Son dodo pour être son doudou. Enfin bref, quelque chose qui va justement permettre au chien de se dire « Ok, là c'est là. Ok, c'est là. Ah ouais, c'est bien. Je suis habitué à voir ça. C'est mon petit confort, c'est mon habitude. » Et ça, si en plus on peut le voir en prévention directement avec l'éleveur pour dire depuis qu'il est petit, il a son doudou. Alors depuis qu'il est petit, pas trop petit parce que sinon il va se faire manger par tous les autres, mais vraiment, voilà ce côté, introduire quelque chose qui va être un lien. Et bah, nous, pour avoir placé pas mal de chiens, enfin pas mal de chiens, non pas tant que ça, en fait, au bout du compte, il y en a un minuscule élevage, une portée tous les 4 ans, bref, une petite en plus, on constate vraiment que quand on met ça en place, c'est quelque chose qui aide, et le chien, des fois, 3 à 4 ans, on revoit le chien, et il trimballe toujours son doudou il l'a, alors il l'a pas forcément toujours avec lui, hein, il a pas la tête dans la bouche et le doudou, gna gna gna, non, mais le doudou, voilà, c'est quelque chose qu'il a toujours, qui fait partie de son quotidien. Le doudou devient une figure d'attachement. Oui, le doudou devient aussi une figure d'attachement, tout à fait. Petite question pour les gens qui vivent seuls et qui sont quasiment H24 chez soi. Eh ben justement, ça c'est un des problèmes, quand je disais tout à l'heure, dans le mode de vie au niveau environnemental. Ah, c'est un des facteurs, alors on peut pas forcément travailler dessus, c'est ça qui est dommage, mais c'est un des facteurs qui est vraiment présent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en voit plus aujourd'hui qu'on en voyait il y a 10, 15 ans, 20 ans, etc. Parce que on a de plus en plus de personnes qui vivent en appartement, genre petit studio avec le chien les voit tout le temps. T'es là, t'es là. Même s'il les suit pas, ils disent mais non, moi il me suit pas. Ah oui, mais tu vis dans 15 mètres carrés, il y a pas besoin de te suivre pour te voir, quoi, je veux dire, t'es là. Donc ça peut être quelque chose justement qui peut poser un petit peu problème, donc c'est intéressant de se dire, ok, bah je crée un nouveau mode de vie sur le plan relationnel, et je peux pas changer mon environnement, je peux pas revendre mon appart ou rendre mon appart pour prendre une baraque qui fait 400 mètres carrés, histoire de dire... C'est bon le chien? Où es-tu le chien? Voilà, Marco. Enfin bref, on s'est bien compris, ça va être compliqué. Mais on peut tout à fait, dans notre mode de vie, se dire, ok, je vais sortir beaucoup plus, je vais faire en sorte de créer des espaces chez moi où il n'est pas forcément obligé de me voir. Des jeux, des tentes, des machins, tout un tas de... Finalement, il n'y a que l'imagination qui va nous limiter pour pouvoir se dire, ok, il me voit pas tout le temps, il m'entend pas tout le temps, il n'est pas toujours avec moi. C'est important. C'est important. Oh putain, ça a monté de partout, il y a des questions. Wouh! Alors, est-ce que les initiatives et l'interaction au chien peut participer au problème? Oui, si vous avez un chien qui justement va être collé à vous tout le temps, c'est lui finalement le trop sollicité, c'est ce que je disais tout à l'heure, trop sollicité, trop facilité, trop collé, ça peut être dans les deux sens, hein. C'est lui qui va peut-être vous faciliter sans arrêt. Vous avez le chien qui est plein de compliance. Alors ça c'est un mot qu'on utilise beaucoup en psy humaine, voilà, c'est-à-dire le chien qui va tout faire pour vous plaire. Voilà. Hey, mais du coup, il est toujours là. Il y a toujours ce côté facilitation sans arrêt, c'est-à-dire qu'il est là, il est là. Vous avez un truc, vous grattez le nez, il arrive, il vous apporte un Schwinnex. C'est bizarre. Mais voilà, vraiment, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font partie du mode de vie qu'il faut modifier. C'est quelque chose qui est important. Le chien qui tète son doudou, bah écoute, il a le droit, hein, pourquoi pas. Ouais, je suis en soir, je suis... le doudou d'élevage est encore à la maison, elle le ressort de temps en temps. Voilà, tout simplement. Je sais, mais du coup, que conseilles-tu pour ces gens-là? Dog-sitter, pension? Ouais, c'est intéressant, dog-sitter, pension, tout ce qu'on peut trouver, les amis, la famille, juste la multiplication de figures d'attachement. C'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, je suis pas là, t'es avec mémé. Comment ça, je suis avec mémé la pique? Je peux pas avec mémé. Eh bah, t'es avec mémé quand même. Et puis, c'est tout. Puis mémé, tu vas voir, elle est gentille. Par contre, on va dire à mémé, tu le colles pas tout le temps. C'est pas ton doudou, justement. Ok? C'est important d'être... on en voit très souvent, justement, d'être cohérent. Et on voit très souvent de l'incohérence, voilà, c'est-à-dire qu'on fait un gros travail, oh, ça commence à porter ses fruits, je l'ai mis chez mémé, comme ça, chez mémé c'est bien, j'ai pu avoir une journée tranquille sans le chien, tout va bien, qu'il est rentré, il était horrible. Bah oui, mais mémé, elle l'a collé tout le temps, mémé, elle lui a donné ce qu'elle voulait, mémé, elle l'a sollicité sans arrêt, hé, Kiki, ça va, Kiki, tu veux ci, Kiki, tu veux ça, tiens, Kiki, prends ça, tiens, Kiki, monte sur mes genoux, tiens, Kiki. Mémé, en 10 heures, elle a pourri 10 semaines de travail, pourquoi pas. Donc c'est important de garder aussi une forme vraiment de cohérence. Le mien est toujours collé à moi partout, et quand je m'en vais, il s'en fout royalement. Bah ouais, et bah dans ce cas-là, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mode de vie qui va être pas adapté, inadéquat en tout cas, qui va être, c'est pas le meilleur mode de vie pour que ça se passe bien, mais à côté de ça, t'as un chien qui n'est pas du tout perturbé dans son individualisation. C'est bien, ok, ouais, on est collés tout le temps, tu parles. Pas de problème, je sais que toi et moi, on n'est pas la même personne, hein, je suis pas nana. Rééquilibrer les contacts, bien entendu, donc ça, bah, on en vient sur la prise d'initiative, rééquilibrer les contacts. Si vous constatez que vous êtes toujours derrière lui, faites en sorte que ce soit lui qui prenne un peu les devants. Si c'est l'inverse, faites en sorte que ce soit vous qui preniez un peu les devants. Bref, rééquilibrez ça. Faut que les contacts soient des contacts d'un humain envers un chien. Je veux dire, c'est pas... Il est pas votre doudou, justement. C'est important. Vous n'êtes pas sa béquille et il n'est pas votre doudou. Ce sont des choses, faudra en tenir compte dans le quotidien. Tout ça, vous pouvez tout faire ce que j'ai dit là, hein, tout en même temps, tout pas en même temps, en prendre des morceaux. Plus vous en ferez de cette liste-là, mieux ce sera, quoi qu'il arrive. Et vous avez constaté qu'on fait rien du tout pour le moment sur
le départ en tant que tel, hein, sur l'anxiété, sur quand on n'est pas là. Hein. Changer ou casser les routines. Voilà, là on y arrive. Hop là! Là on va commencer à parler des routines. Alors les routines sur votre quotidien, pas forcément au moment du départ, mais sur votre quotidien. C'est-à-dire que si demain, allez, admettons, quand je m'en vais, bah, je suis classique, hein, si je m'en vais en voiture, eh ben, je prends mes clés, mon blouson, mes godasses, et ciao, et je me tire. J'ouvre la porte, je ferme la porte. Et bah si demain, chaque fois que vous prenez vos clés, vous le filez à bouffer, c'est le moment de sa gamelle, ah, on a changé la routine, elle est devenue différente. On peut tout à fait carrément se dire, ok, je fais plus de routine, j'essaie de plus faire de routine. Là, wouhou, vous allez voir qu'essayer de pas faire de routine, là qu'on se rend compte à quel point on est tous un peu toqués quand même. Hein. Ting, 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 ting. Même si c'est pas carré, on peut avoir des routines au bout du compte, c'est un peu rond, mais on est quand même tous dans cette putain de routine, c'est un truc de dingue. Donc c'est important, si on peut changer les routines, et j'ai encore dit c'est important de dire que c'est important. Changer les routines ou casser les routines, au moment du départ, dans notre train-train quotidien, on constate que ça change tout. Vous prenez des chiens qui ont des soucis comme ça, une anxiété de séparation, vous les prenez, clac clac, hop, vous partez de chez vous, vous allez vous foutre ailleurs, vous allez passer une semaine à la montagne, une semaine dans un chalet, dans un machin, hey, c'est bizarre, quand je suis là ça va bien. Ouais, parce que là t'es en vacances, parce que tu changes ta routine, parce que tu fonctionnes différemment. Et si en plus tu peux réassocier ta routine sur des manières différentes, pourquoi pas? Chaque fois que je prends mes clés, c'est grand bonheur pour toi. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut vraiment être super intéressant de se dire, ok, bah prise de clé, ça veut plus dire... On m'a arraché les yeux, vous vous souvenez? On m'a arraché les yeux, on m'a arraché les yeux. Donc je vais dire, part, parce que quand tu pars, on m'arrache les yeux, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais Ok, donc on peut tout à fait faire en sorte que... Ouais, prends tes clés, vas-y, ouais, c'est bien, prends tes clés, ouais, ok. Prends tes clés, prends ton manteau, prends tes choses. Que tout ça, ça devienne des choses qui sont finalement intéressantes pour le chien. Alors là, après, chacun verra chez lui en fonction de comment est-ce qu'il fonctionne pour se dire « Oh, quelle est ma routine ?» Tiens, notez encore une fois, notez, pour pouvoir vous dire « Eh bah finalement, ouais, je fais un peu toujours la même chose. » C'est là qu'on se rend compte qu'on a des habitudes et que même nous, on est vraiment très accrochés à des habitudes qui nous rassurent au bout du compte. Sauf que tant qu'elles nous rassurent, c'est chouette. Quand elles commencent justement à être à l'inverse, ces routines, au lieu de nous rassurer, elles sont stressantes, angoissantes, eh ben, c'est qu'il est grand temps de les changer. Je retourne de la répétition pour habituer un chien. Du coup, il faut aussi l'habituer pour ne pas avoir d'habitude. Ouais, c'est un peu ça, on va l'habituer à pas avoir d'habitude. Alors, il faut de la répétition pour habituer un chien, oui et non. Si c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour lui, les répétitions, il n'en faut pas beaucoup, je t'assure qu'il n'en faut pas beaucoup. C'est bizarre hein, d'ailleurs, parce que tiens, je voudrais apprendre à mon chien à revenir. Bon, ça fait 15 jours que je suis dessus, et ce con, il arrive, il repart, il fait sa vie, il vient pas. Alors que quand ça a été pour ouvrir cette putain de porte de frigo, il l'a trouvé une fois à la poignée, et il ouvre encore le frigo, hein, on y retourne. Et du coup, il a compris tout de suite. C'est vraiment une histoire de motivation, finalement. On se rend compte d'ailleurs que, entre guillemets, pour les conneries, là, wouh, ça apprend super vite. C'est comme les humains. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de fun. C'était quelque chose qui était motivant, c'était quelque chose qu'on a envie de refaire, du coup on l'a bien assimilé, et c'est motivant, c'est intéressant d'y retourner. C'est surtout ça généralement. La répétition, elle est là pour vraiment ancrer les choses. Mais le comportement lui-même, il peut arriver de façon très rapide. Pour qu'il devienne une routine, bien sûr, il faudra l'ancrer. La sortie d'environnement type pension quelques jours ou garderie, ouais, tout à fait, ouais, mettre un chien en pension, mettre un chien en garderie sont des choses qui vont justement, à condition que ce soit cohérent avec ce qu'on veut nous, ça c'est certain, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais ça peut tout à fait, ouais, amener un nouvel environnement, justement, amener le chien dans quelque chose. C'est ce que je dis, alors ça va être horrible pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas eu le texte en entier, mais je peux vous le faire en entier. C'est ce que je dis à un moment dans la formation où je dis que les refuges c'est peut-être pas si mal parfois pour certains chiens, parce qu'on a des chiens qui arrivent qui sont vraiment dans un état catastrophique, ils passent quelques jours, quelques semaines en refuge, et ils se recentrent sur eux-mêmes au bout du compte, donc ça a foutre en même temps, donc ils se recentrent un peu sur eux-mêmes et ils se retrouvent dans un environnement où tout est neuf, tout est différent, alors, c'est pas forcément mieux hein, du tout, quoique ça leur permet de retrouver une forme d'équilibre, ce qui fait qu'après quand ils se retrouvent dans une nouvelle maison, ils ont déjà acquis, ils ont acquis une différence. Il y a beaucoup de chiens d'ailleurs, et les humains sont pas tous des menteurs. Il y a un petit pourcent qu'on peut sauver peut-être. Mais on va vraiment avoir des humains qui arrivent du coup, qui vont dire ouais moi mon chien non, je peux plus le garder pour telle et telle raison, ça justifie pas, je suis pas là pour évoquer ce genre de choses là, mais en tout cas qui vont vous dire ouais il est destructeur et tout, ils vont montrer des vidéos, des machins, tu dis oh ah ouais je comprends, ouais ton appart là t'en as pour 15 000 tous les 2 mois, ouais je peux comprendre en tout cas que tu sois au bout du rouleau, pas forcément que tu l'abandonnes mais que tu sois au bout du rouleau. Ce chien là il passe 2 semaines en refuge, 3 semaines en refuge, 1 mois en refuge, 6 mois en refuge, ça commence peut-être à être un peu long, mais en tout cas il passe un certain temps en refuge, on le place dans un autre environnement, poum, le problème ne se manifeste jamais, même environnement, même mode de vie, rien. Effectivement, il y a eu un effet bénéfique, même si, je le dis, on n'abandonne pas les chiens, on fait en sorte, si vraiment on peut pas les garder, de retrouver de bonnes familles, etc. On pourra faire un sujet là-dessus, mais en tout cas, vraiment, ouais, ça me paraît super important de pas cautionner pour autant un abandon, même si on peut comprendre parfois vraiment le côté que les gens sont à bout. Le problème, c'est qu'ils attendent souvent d'être à bout pour commencer à réagir, et c'est ça qui pose un peu souci. Oh, c'est devenu trop sérieux. Allez, on bouge un petit peu. Ah, parce que j'ai répondu, blablabla, c'est bon, on peut continuer. Donc, changer, casser les routines. Vous l'avez compris, oui, vous l'avez compris. 1, 2, 3, adjugé, on passe à la suite. Reprogrammer le déclencheur. Alors, ça fait partie un petit peu de ce que je viens de vous dire, j'ai pris un peu d'avance par rapport à ça. Mais vraiment, reprogrammer ce déclencheur, c'est-à-dire se dire, hey, c'est au moment où j'enfile ma chaussette gauche quand elle est jaune,
Ouais, moi j'aime bien les chaussettes jaunes, ouais. C'est comme ça, c'est tout. Donc au moment où j'enfile cette chaussette gauche, eh bien à ce moment-là, là je vois comme le chien il commence à tourner un peu, il commence à virer, il commence à trembler, il commence à baver, il commence à manger les tapis, enfin bref. Je constate qu'il y a un petit changement qui se fait chez lui. Ok, eh bien si je reprogramme ce déclencheur, celui-ci, il faut mettre la main dessus, il faut mettre le doigt dessus, il faut mettre l'œil dessus généralement. Mais si je réussis à le trouver et que je le reprogramme, c'est-à-dire que celui-ci, chaque fois que je sors cette putain de chaussette jaune, il lui tombe, boum, un gros nonos de 12 kilos sur le pif, enfin devant le pif, parce que sur le pif, du coup, bah, il sera pas anxieux, il sera endormi, mais devant le pif, et peut-être que cette chaussette jaune, elle va devenir super intéressante pour lui, d'accord? Reprogrammer le déclencheur, ça c'est quelque chose, quand on peut mettre le doigt dessus, c'est super intéressant. Hey, il y a l'orage qui commence à arriver. Et on n'a pas encore eu de bug. Quand tu tapes dans tes mains, ma chaîne Oli au taquet. Bonjour Oli, comment vas-tu? Allez, on continue. Hop, on continue, on a presque terminé en plus. Vous avez vu, ça aurait été presque vite. Ah, 1h08. Ah, pas bien, pas bien, pas bien. Donc, si besoin désensibiliser le trauma, c'est-à-dire si on constate qu'il y a eu un traumatisme, eh bien, on désensibilise. C'est-à-dire que si on constate, je sais pas, moi, bah, vous êtes parti, puis vous réussissez à une caméra de surveillance ou n'importe quoi, un voisin vous dit « Ouais, il y a des petits cons avec leurs pétards, là, aujourd'hui », et là, votre chien, vous constatez que ça crée un problème chez lui. Le plus compliqué sur le trauma, c'est pas de le désensibiliser, hein, c'est de le trouver. Voilà, parce que s'il se produit en absence, justement, en situation, comme je l'ai marqué, à partir de là, c'est compliqué à trouver parce qu'on n'est pas là. D'où l'intérêt peut-être des caméras de surveillance. Quoique les caméras de surveillance dans les apparts, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un lien supplémentaire, ça crée le fait qu'on ne se sépare pas réellement de son chien, qu'on peut toujours le surveiller, qu'on peut toujours se dire « Oh pauvre petit Kiki, regarde, il a tourné 4 fois. Qu'est-ce qu'on en a branlé qu'il ait tourné 4 fois? C'est pas grave, c'est un chien, il bouge, c'est normal, il est vivant. Profitez-en, ça dure pas toute la vie, justement, enfin pas toute la nôtre. Donc, et c'est pas grave, mais on a tendance avec les caméras, malheureusement, au lieu d'en faire un outil qui pourrait être super utile, dépourvu d'émotion, au bout du compte, juste je vois ce qui se passe, je suis informé de ce qui se passe, nous on y mêle toujours de l'émotion parce que c'est comme ça. On est très très fleur bleue. Et puis bah du coup on se crée nous-mêmes une anxiété qu'on transmet au chien, bla bla bla. Alors j'entre pas sur comment est-ce qu'on fait pour désensibiliser, bla bla bla, parce que sinon là on est là toute la nuit. Si vous savez c'est bien, si vous savez pas on en reparle éventuellement un autre jour, vous posez des questions, etc. Et puis bah si vraiment vous avez besoin de faire ce genre de choses, surtout pas hésiter à faire appel aussi à un professionnel, hein, pour tout ça d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Un professionnel peut vous aider, ils sont un petit peu là pour ça. Si besoin à soigner l'humain, bon bah là direct vous allez faire appel à un professionnel, c'est-à-dire que si vous constatez que vous souffrez d'une forme d'anxiété, qu'il y a quelque chose qui vous pose problème, que vous n'êtes pas bien dans votre quotidien, mais pas forcément en rapport avec le chien, juste déjà vous êtes quelqu'un de super anxieux, dites-vous bien que vous allez lui transmettre ça, hein. C'est moche, mais à défaut de transmettre l'émotion, vous allez transmettre au moins au début les comportements, et les comportements engendrent aussi des émotions, c'est pas que les émotions qui engendrent des comportements, ça marche dans les deux sens. C'est tout simple, hein. Vous posez, voilà, vous mettez en silence, souriez, voilà, installez-vous et souriez, et si vous souriez, vous allez voir que dans votre esprit, vous êtes déjà en train de créer du bonheur. Un tout petit peu peut-être, mais vous êtes déjà en train de créer du bonheur. Donc, le comportement engendre aussi l'émotion, d'accord? Ça c'est quelque chose qui est à retenir. Si vous, en tant qu'humain, vous avez des soucis d'anxiété, vous n'êtes pas bien dans votre vie, il y a des trucs qui vous vont pas, ou même la solitude ça vous pose problème, ou les contacts, enfin bref, bah pensez à vous soigner. Vous pouvez tout à fait travailler tout ce qu'on a vu là, hein, et pensez à vous soigner, et vous verrez que déjà ça changera pas mal de choses. Ça vous dispensera pas de faire le reste, mais ce sera un facteur essentiel. Si vous faites tout le reste et que ça vous le faites pas, c'est-à-dire que les 3 perturbations de l'individualisation que j'ai mis là, donc l'immaturité cérébrale, l'anxiété humaine et le trauma, s'il y a un trauma, ces 3-là, quand il y a les 3 ou quand il y en a un seul des 3, si ceux-là ne sont pas pris en charge, ne sont pas pris en compte, il y a quand même peu de chances que le reste ça fonctionne réellement. Ça va peut-être vous aider, ça va améliorer les choses, mais il y a quand même peu de chances que vous réussissiez vraiment à tuer le problème, à rendre la situation bonne. Enfin, et pour terminer, dans les pistes de travail, donc travailler la permanence de l'objet, ça c'est quelque chose qui va être vraiment primordial de travailler cette putain de permanence de l'objet. Alors là, il existe vraiment des protocoles et des protocoles pour travailler ça, mais ce sera extrêmement important, plus votre chien sera évolué dans justement sa capacité vis-à-vis de la permanence de l'objet, plus il sera dans une maturité cérébrale essentielle au fait de pouvoir se distancier de vous en tant qu'individu. Putain, c'était sérieux là, c'était bien dit et tout, on va le garder au montage celui-là. Ce sera important. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On peut le faire juste avec déjà de l'exploration, ça travaille pas mal la permanence de l'objet, avec de la discrimination de choses, avec de la reconnaissance de choses. Tiens, regarde, c'est un jeu qui est intéressant à faire. Hop, je prends en photo différents jouets du chien, je lui montre les photos et je lui demande juste d'aller chercher ce qu'il voit.
Rien que ça déjà, pouvoir différencier le fait que, hey, ça c'est pas le jouet, c'est l'image d'un jouet. Et ces choses, alors ça peut nous paraître bizarre au début, mais il y a tout un tas de protocoles à travailler, je vais pas vraiment entrer là-dedans les protocoles à faire, ça on pourra en voir par la suite. Mais dites-vous bien que plus vous travaillerez cette permanence de l'objet, plus le chien arrivera à une forme de maturité cérébrale. Donc tout ça, ce sont des pistes de travail que vous pouvez appliquer, c'est facile à appliquer. Ça demande finalement, je peux vous faire aider, hein, mais en soi ça demande que de la logique. Ça demande pas de connaissances canines particulières, mis à part éventuellement travailler la permanence de l'objet qui là va être les 3 derniers finalement. Désensibiliser le trauma, faut trouver le trauma, et là ça peut être raide à trouver parfois si on est tout seul. Si on est vraiment la tête dans le guidon, ça peut être un peu compliqué parfois à trouver et à désensibiliser si on sait pas vraiment comment procéder à ça. Soigner l'humain, bon bah là ouais, effectivement c'est mieux de se faire aider quand même. Quoi que on peut le faire soi-même, mais c'est mieux de se faire aider. Et puis travailler la permanence de l'objet, ça ce sont vraiment 3 points que idéalement faut se faire aider pour ce genre de choses là. Au moins pour savoir de quoi il retourne. Par contre, pour tout le reste, vraiment, c'est une histoire de logique, juste de logique. Connaissance canine, il n'y en a même pas besoin, juste de logique, et on peut vraiment changer les choses grâce à ça. Donc, pensez-y, ça peut être quelque chose de pas mal. Nous avons beaucoup suivi les éditions de César, César l'Empereur, sur le... C'est une blague, ça va, sur le dressage, entre autres des chiens. D'accord, ouais, bah pourquoi pas, mais j'ai pas la télé, donc comme ça je me prononce pas. Technique dessus. Voilà. C'est une façon de voir l'anxiété de séparation, ok? On peut vraiment aborder ça d'une autre manière. Ce qui va être par contre essentiel, vraiment essentiel, c'est de ne pas vous arrêter sur le symptôme. Si vous travaillez uniquement sur le symptôme, vous l'avez dans le fion. Si vous travaillez, c'est pas très poli ça, vous allez droit dans le mur. Si vous travaillez uniquement sur le déclencheur, la même chose, et vous allez continuer à simplement engendrer un faisceau d'émotions, un faisceau, un trop-plein qui fera qu'au bout d'un moment, ça va forcément péter. Donc ce sera pas génial. Faut travailler vraiment à la fois sur le mode de vie, à la fois sur la perturbation d'individualisation, et puis le déclencheur, si vous pouvez en modifier les routines, ce sera pas plus mal. Alors, est-ce qu'elle nous l'a posé la question? Comment tu as dit à un client d'aller se... comment tu dis à un client d'aller se faire soigner? Bah tu lui dis pas. C'est ça le problème, c'est comment est-ce que tu dis à un client d'aller se faire soigner? Tu lui conseilles, au moment de conseiller pour le chien, éventuellement, ça peut se faire de cette façon-là, de la relaxation, etc. Tiens, ça peut faire du bien, mais vraiment à tout le monde dans le foyer, voilà. Quand toi tu le constates, ok, donc bah, ce serait pas mal peut-être, tiens, qu'on fasse un petit peu de relaxation, des séances de relaxation. Je vais vous montrer, je vais vous apporter, la prochaine fois on se refait une petite séance, elle va durer 45 minutes. Je vous fais je vous donne une petite méthode de relaxation qui va fonctionner sur le chien si vous voulez l'appliquer. Vous allez voir, ça marchera sur vous aussi, c'est quelque chose de génial. Et surtout, vraiment, moi je vous connais pas, mais si vous vous sentez un peu stressé, un peu angoissé, si dans votre quotidien, ça vous le savez, hein, vous vous mettez des si, mais vous l'avez remarqué, en théorie, normalement, vous êtes censé le remarquer. Voilà, si dans votre quotidien, vous sentez qu'il y a vraiment des choses qui vont pas forcément bien, n'hésitez vraiment pas à faire une pause. Éventuellement, mettez le chien dans une pension, chez des amis, on leur expliquera un petit peu comment faire, je viendrai avec vous s'il faut, on leur expliquera comment faire. Et là, on en profite pour en plus changer le chien d'environnement, c'est génial, on met en place tout ce qu'il y a à mettre en place pendant ce temps-là, et vous soufflez. Éventuellement, faites une pause, profitez-en, si vous avez un peu de vacances, prenez vos RTT, vos vacances. On peut vraiment amener ça d'une façon qui va être beaucoup plus empathique, beaucoup plus logique, beaucoup plus discrète, que dire « Putain, faut que t'ailles te faire soigner. » Non, vraiment. Ah, vraiment, non, mais... Ah, mais je comprends, mais ton chien, s'il est comme ça, c'est complètement ta faute. Hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une corde dans le garage. Tu veux, je te fais le nœud. Et éventuellement, je peux même te pousser le tabouret. Non, tu vois, on va éviter de cette façon-là quand même. Puis, pour la réputation, après, c'est quand même vachement moche. Hein. Ça te va comme réponse ou pas? Donc, voilà, ça va être... en quoi est-ce que ça va aider le chien, si j'ai bien compris ta question? VNVO, Ouais, VNVO, ça y est, je m'en suis souvenu. En quoi est-ce que ça va aider le chien, le fait d'avoir plus de relations sociales, plus de liens sociaux, si bien compris, plus d'activités sociales? Ça va l'aider simplement pour changer, pour ne pas avoir dans sa vie que son humain. Tu vois, parce que s'il a que son humain dans sa vie, le delta entre l'humain est là et l'humain est pas là, c'est compliqué, c'est comme quelque chose qui va être, on passe de tout à rien. Alors que justement, s'il a plus d'activités sociales, si sa vie est constituée de beaucoup plus de richesses, eh bien, cette super richesse-là, quand elle s'en va, c'est beaucoup moins grave. Donc ça va l'aider vraiment à évoluer. Et en plus, du coup, ça va lui donner de nouvelles compétences, puisqu'il va devoir communiquer avec les autres, ça va lui donner des activités qui seront autonomes, et tout ça, ça aide à une maturation de l'esprit. Et ben voilà, j'ai mis etc. Qu'est-ce que je vous ai mis après? J'ai mis merci pour votre participation.
Merci à vous, beaucoup, merci, ouais, bravo. N'hésitez surtout pas à partager les vidéos quand il y a les vidéos, à les aimer, à faire tout ce que vous faites d'habitude sur YouTube, à parler de ça autour de vous, sur Facebook, vous pouvez me trouver sur Facebook Synopsy, sur Instagram Synopsy aussi, sur Discord pour les étudiants, et sur YouTube c'est la bise au chien. J'adore ça. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager, à parler de tout ça. Vraiment, c'est important. C'est pas important pour se dire ouais, j'ai plein de notoriété, c'est génial. Non, c'est juste important parce que si c'est des messages qui vous parlent à vous, ça peut parler à d'autres et si ça peut éviter, ça peut semer des petites graines comme ça à droite à gauche qui feront que les personnes là, avant de faire n'importe quoi peut-être, commenceront à réfléchir à ce genre de choses là. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Une bonne soirée, bon appétit à vous. Ouais, il est temps. Moi, je vais aller me détendre un peu. On se revoit très bientôt. Et vous avez remarqué, ça n'a pas bugué. Oh, ça a pas bugué, ça. Oh, c'est génial.